pouvoir échanger sur ce sujet. Pardon. Voilà, donc je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? OK. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter d'un sujet vraiment d'actualité. Et c'est un sujet, on le verra, qui existe depuis déjà quelques temps, mais qui fait vraiment écho dans le contexte actuel. Donc du coup, l'idée, c'est de voir l'après-Covid. C'est le sujet, hein, l'après-Covid, comment mettre en place un plan de mobilité bas carbone pour ses salariés. Je définirai ce qu'est un plan de mobilité par la suite. Je fais un petit point sur le cabinet Resilient. C'est un cabinet de conseil stratégique qui est orienté au développement durable, stratégie RSE, qui s'est créé en février 2020. Alors, le mot resilient, donc résilience, a fait pas mal d'échos dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ces derniers temps. C'était pas forcément voulu, et donc par chance ou malchance, je ne sais pas. Voilà, on a eu beaucoup de résonance sur ce mot-là, la résilience. C'est pour ça qu'on a choisi aussi, nous, de ne pas publier notre site internet tout de suite. Donc, vous ne le trouverez pas. Voilà, pour ne pas faire trop de bruit sur ce mot-là. Les domaines d'intervention du cabinet, en fait, tout d'abord, on souhaite aider les entreprises à mettre en place des solutions pour aller vers plus de résilience, pour aller vers du développement durable. Et donc, dans ce cadre-là, on aide les boîtes à mettre en place un plan de mobilité qui est orienté bas carbone, forcément, puisqu'on en parle aujourd'hui. On aide aussi les entreprises à réduire leur consommation d'énergie, leur consommation d'eau, étudier leur gestion des déchets. Donc, il y a tout un processus de mesure d'efficacité dans ce cadre-là. On aide aussi à mettre en place ce qu'on appelle des politiques Green IT. Le Green IT, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est s'intéresser à l'empreinte du numérique, puisqu'aujourd'hui, le numérique, et ça fait quelque temps qu'on y réfléchit, que les chercheurs s'intéressent à ce phénomène-là, le numérique a une empreinte sur la planète et émet des gaz à effet de serre. Tout d'abord parce que il y a du matériel, et pour créer ce matériel-là, il faut produire et consommer des énergies. Et puis ensuite, pour utiliser ce matériel-là, il y a des énergies aussi qui sont utilisées, et donc ça pollue. Et ça a un impact, en tout cas, sur la planète. Et donc, du coup, comment on met en place une politique plus responsable sur le numérique. Parce qu'il faut savoir que le numérique, aujourd'hui, il est estimé que le numérique émet plus de gaz à effet de serre que l'aviation dans le monde entier. On fait aussi de l'accompagnement vers des business models à économie plus durable. Donc, on s'intéresse à l'économie circulaire, l'économie collaborative aussi. Donc, l'économie collaborative, c'est par exemple aider deux entreprises à se rapprocher pour que l'une fournisse ses déchets pour que l'autre l'utilise comme matière première. Ça existe. Et puis, économie de la fonctionnalité, donc tout ce qui est l'économie autour de l'usage. Et enfin, on fait beaucoup, et on est surtout identifié là-dessus, sur la redéfinition d'une image de marque qui sera plus durable. Et donc, comment on fait passer les bons messages envers le public, envers en tout cas les clients, sur l'image de marque durable. Parce qu'on pense que par ce biais-là, l'entreprise peut prendre vraiment la conscience de ce qu'elle doit faire aussi dans sa stratégie au quotidien. Donc, on va attaquer vraiment le webinaire sur le plan de mobilité bas carbone. D'abord, je voudrais qu'on redéfinisse, on va voir le contexte dans lequel il y a cette intervention-là. Ensuite, qu'est-ce qu'un plan de mobilité? Il faut le savoir. Les accompagnements qu'il peut y avoir autour de ce plan de mobilité-là. On verra aussi, donc on va vraiment diguer sur la mobilité, à proprement parler, la mobilité douce, savoir ce que c'est, les alternatives à cette mobilité douce et le mix entre mobilité douce et les alternatives.
et puis tout ce qui est tous les aspects de communication autour du plan de mobilité. Donc en fait, le contexte, il est très particulier et vous le vivez tous. C'est le contexte du bouleversement de nos modes de vie lié au Covid-19. Donc, la plupart des entreprises ont dû fermer leur bureau au mois de mars en France. Et donc, ça a imposé tout de suite un énorme changement dans les modes de fonctionnement, dans les modes de travail, puisque, il manque un petit accent au télétravail, la plupart des personnes ont dû s'imposer un télétravail à 100%, donc ce que certains aiment appeler le 100% remote. Donc ça, c'est un énorme bouleversement. Et bon, après, il y en a d'autres qui n'ont pas pu avoir cette chance-là, qui sont au chômage partiel, mais là, on va s'intéresser à ce phénomène-là. Et progressivement, du coup, bonjour Olivier qui me dit coucou. Oui, donc en fait, du coup, le télétravail donc, a été la norme pendant 3 mois, et puis progressivement, depuis le 11 mai, l'économie redémarre. Et puis, finalement, les entreprises réouvrent leurs portes. Alors, certaines ont décidé de continuer le télétravail pour un temps indéterminé, d'autres jusqu'au mois de septembre, et puis d'autres comme Impact Partners ont décidé de réouvrir leurs bureaux tout de suite le 11 mai et de permettre à leurs salariés de revenir dans cette nouvelle normalité. Donc, il y a des choses à mettre en place effectivement dans les locaux. Et ça c'est souvent pris très au sérieux. Mais il y a un autre aspect vraiment sur lequel on doit se pencher, c'est comment les gens viennent au bureau. Parce que, et notamment dans les grandes villes, il y a, excusez-moi, il y a on va y arriver. Il y a un problème de fond. On va prendre 2 minutes. Un petit chat dans la gorge. Donc oui, il y a un problème de fond, c'est comment faire revenir les salariés au bureau, quels moyens de transport ils peuvent utiliser, parce que les transports en commun qui sont utilisés aujourd'hui ne permettent pas une distanciation sociale nécessaire. Et du coup, les gens sont proches dans les transports en commun et donc les salariés prennent potentiellement des risques pour venir travailler. Donc, comment on va les aider à venir sur leur lieu de travail en trouvant des nouveaux modes de se déplacer. Et puis, en fait, il y a un deuxième point, une tendance de fond qui elle existe depuis plus longtemps, c'est la décarbonisation des économies. Ce phénomène, il existe depuis des dizaines d'années, mais il prend de l'ampleur depuis surtout 2015 et les accords de Paris. Et il faut le mettre en parallèle avec en fait, les constats qui sont faits sur l'écologie. Aujourd'hui, le transport en France, c'est 35% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre annuellement. Et il faut savoir que sur ces 35%-là, plus de la moitié sont dus à la voiture individuelle. Et également, il y a un autre chiffre, j'aime bien les chiffres comme je suis un ancien financier, il y a 78% des salariés qui vont au bureau en voiture. Donc, voilà, il y a ce phénomène-là. Et donc, comment on va du transport carboné vers un transport décarboné? Et là, on a pas mal on va dire de think tanks ou de scientifiques qui se penchent sur ce sujet-là. Un des plus connus en France, c'est le Shift Project, qui propose 3 axes pour aller vers de la mobilité bas carbone. Donc, c'est tout d'abord réduire la mobilité. Comment on fait? Il y a un axe qu'on a pu voir déjà, c'est le télétravail, on l'a tous expérimenté. Mais bon, il faut mettre en place une politique pour correctement utiliser le télétravail. Et puis, le télétravail, c'est aussi des outils numériques, et je l'ai dit avant, les outils numériques, ça a un impact carbone, donc il faut quand même mesurer ça. Et puis, pour avoir une mobilité réduite aussi au quotidien,
c'est comment les personnes qui sont en milieu rural, en deuxième périphérie de ville, elles ont un maillage de commerce plus important. Donc, c'est une politique de la ville à mettre en place. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est le report modal. Donc, comment on utilise d'autres moyens de transport décarbonés, qui sont le vélo, peut-être la trottinette, qui vont être la marche à pied. Et puis, le troisième axe, c'est une amélioration en fait, technique des véhicules pour mettre sur le marché à disposition des véhicules qui consomment moins de gaz à effet de serre, enfin qui émettent moins pardon, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce contexte dans lequel on évolue. Et il fait écho du coup au plan de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'un plan de mobilité? La définition qui est donnée par Promobilité. Promobilité, c'est l'acteur du conseil en mobilité en Île-de-France. Vous pourrez aller sur leur site internet. C'est très intéressant, très enrichissant pour ceux qui souhaitent mettre un plan de mobilité en place dans leur entreprise. Donc, ils nous disent c'est un outil qui permet d'optimiser les déplacements liés à l'activité d'une entreprise tout en valorisant les moyens les impactants pour l'environnement et les plus pratiques pour les salariés. Donc, il y a quand même trois notions. Et il faut savoir qu'un plan de mobilité, depuis janvier 2018, c'est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés. Malheureusement, toutes les entreprises de plus de 100 salariés ne sont pas passées à un plan de mobilité depuis janvier 2018 pour la simple et bonne raison que les mesures législatives ne sont pas très contraignantes. Pour autant, c'est quand même un moyen hyper fort et hyper important pour impliquer ces salariés. Et donc, il ne faut pas voir que le point de vue législatif, malheureusement. Donc, en fait, ça permet de mettre en perspective les trois axes du développement durable, que sont l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental, pour améliorer les conditions de déplacement des individus. Et donc, du coup, on voit bien que dans la définition de Promobilité, il y a bien les trois axes du développement durable. Sur l'optimisation des déplacements, donc on est plus sur le côté économique, sur la partie environnementale, le moins impactant pour l'environnement, et puis sur la partie pratique pour les salariés, donc plus sur la partie sociale. Donc, je dirais que le plan de mobilité pour une entreprise, c'est vraiment un projet qui est stratégique parce qu'il doit inclure toutes les strates de l'entreprise, tous les niveaux, donc tous les salariés. Et ça nécessite en interne une vraie réflexion. Il va falloir inclure tout le monde, il va falloir faire des groupes de travail, il va falloir vraiment réfléchir. Et il va falloir trouver une organisation particulière. Parce que Monsieur X et Madame Y n'ont pas du tout les mêmes problématiques pour venir se rendre sur leur lieu de travail. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que certains proposent un accompagnement individuel sur la mise en place de plans de mobilité. Donc, ensuite, quels sont les accompagnements que vous pouvez trouver quand vous vous intéressez à un plan de mobilité en entreprise? Tout d'abord, il y a un accompagnement qui peut être régional parce que chaque région a une entité dédiée sur la mobilité. Et donc, vous trouvez facilement les infos là-dessus. Vous pouvez trouver également au niveau des CCI des aides techniques. Il y aura au niveau aussi national l'ADEME qui peut fournir des conseils. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les experts de la mobilité. Donc, les experts, c'est soit des experts qui font partie de ces organismes régionaux ou bien des experts, un peu comme Resilient, qui proposent un accompagnement personnalisé sur les plans de mobilité. Ensuite, vous avez des outils qui sont à disposition et qui peuvent vraiment vous faciliter la tâche. Ça peut être des fascicules, ça peut être des guides qui vont vous permettre de rentrer dans le plan de mobilité, dans la compréhension du plan de mobilité et de savoir comment le mettre en place. Et enfin, il y a des aides financières, je dirais, qui sont des aides individualisées, mais qui permettent à des salariés de se procurer un véhicule, un vélo,
par exemple l'aide à assistance sur le vélo à assistance électrique, ou bien les aides pour entretenir son vélo, qui sont aujourd'hui, je crois, de 50 € pour toute personne qui souhaite faire entretenir son vélo. Et ça, c'est une Quentin, aide de l'État. excuse-moi, est-ce que tu pourrais définir, s'il te plaît, les acronymes de l'ADEME et de la CCI, s'il te plaît, pour les Ouais, impôts? alors CCI, Chambre de commerce et d'industrie, il y en a une dans chaque ville, il me semble. Euh, et puis l'ADEME, alors ça a changé d'acronyme, mais aujourd'hui c'est l'agence, je crois qu'à l'origine c'est l'agence pour le développement et l'énergie, quelque chose comme ça. Maintenant c'est l'agence pour la transition écologique. Donc l'acronyme du coup n'est plus vraiment, fait plus référence à la définition de l'ADEME. Mais vous le trouverez sinon l'acronyme exact qui était l'ancien nom de l'ADEME. Merci. Donc la mobilité douce, on va vraiment rentrer au cœur du sujet. Euh, j'ai fait le choix de mettre des éléments ici qui sont pas que de la mobilité douce. On va en parler et on va en parler pourquoi. Mais qui permettent en fait de faire un plan de mobilité qu'on appelle un plan de mobilité doux. Donc le principal vecteur de la mobilité douce, ben, c'est la marche à pied. C'est peut-être bête à dire, mais on le sait, l'OMS préconise 30 minutes de marche par jour. Seulement, il y a quand même un tiers des personnes qui ne pratiquent pas 30 minutes de marche par jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut favoriser en entreprise pour que les gens se rendent sur le lieu de travail en utilisant la marche à pied, qui soit un moyen et qui ne soit pas le seul moyen, mais qui soit un des moyens. Parce que marcher moins de 2 km, c'est accessible à tout le monde. Ensuite, bah, il y a les transports en commun. Alors, on l'a dit dans le contexte, qui est le contexte particulier du Covid, c'est compliqué d'aller utiliser les transports en commun. Malgré tout, il y a certaines personnes qui sont obligées de prendre les transports en commun parce qu'elles habitent loin. Elles ne peuvent pas utiliser un vélo, par exemple, parce qu'elles n'ont pas de véhicule personnel. Il n'y a pas de covoiturage à côté, donc il va falloir qu'elles prennent les transports en commun. Et c'est un moyen qui peut être reproché de la mobilité douce parce que au nombre d'utilisateurs, rapporté au nombre d'utilisateurs, le transport en commun, finalement, émet très peu de gaz à effet de serre. En parallèle, j'ai mis le covoiturage, qui effectivement, lui aussi, est pas un moyen de mobilité douce. Pour autant, si on est plusieurs dans un véhicule, ça abaisse les émissions de gaz à effet de serre par tête. Donc, du coup, c'est un moyen qui peut être utilisé aussi pour des personnes qui vont habiter un peu loin de leur lieu de travail. Et donc ça se met vraiment en place de manière, je dirais, coordonnée. Et il y a des plateformes qui proposent ces services-là. Et il y a des plateformes qui le proposent, au-delà des plateformes connues comme Blablacar, je veux dire, il y a des plateformes qui le proposent pour la mobilité au quotidien, pour se rendre sur son lieu de travail. Ensuite, il y a le télétravail. Ça, c'est un moyen qui doit être aussi considéré, puisque ça évite les déplacements. Mais il doit aussi être considéré, je dirais, dans un axe aussi, comme on disait tout à l'heure, une politique Green IT. Et puis, le dernier moyen, et c'est sur lequel on peut le plus agir, puisqu'aujourd'hui, c'est seulement, je crois, 2% des déplacements en Île-de-France, par exemple, qui sont effectués en vélo au quotidien. Et c'est très peu par rapport à des pays nordiques qui sont autour des 20%. Donc, du coup, il faut aussi regarder effectivement comment sont faites les villes. Il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place au niveau des villes. Et c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on voit apparaître pas mal de pistes cyclables, de choses comme ça. Mais ce moyen-là, il doit être beaucoup plus utilisé, sachant qu'on estime que pour une distance qui est inférieure à 10 km du lieu de travail, le temps pour se rendre donc au travail est environ d'une demi-heure. Donc c'est quand même souvent, dans les grandes villes, c'est moins que le temps
passer en voiture ou dans les transports en commun. Donc, comment on met un plan de mobilité douce en place quand on se penche vraiment sur le vélo? En fait, d'abord, va falloir que l'entreprise trouve un partenaire. Et pour ça, nous, par exemple, chez Resilient, on a négocié avec des partenaires qui sont soit des gros partenaires comme Decathlon, une grosse entreprise connue, qui permet en fait à des salariés d'accéder un peu partout à du matériel et également de faire réparer son véhicule. Donc ça, c'est intéressant. Ou des entreprises plus solidaires comme Solicycle, qui sont c'est plutôt, on va dire, un atelier à impact qui emploie des personnes en réinsertion, du personnel handicapé. Et donc, ça met encore plus de sens en fait dans le plan de mobilité quand on trouve un partenaire comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre, ces partenaires-là? Ils vont nous permettre de nous équiper. Donc, soit c'est l'entreprise qui va souhaiter s'équiper en véhicule, donc acheter en propre, une flotte, ou soit qui va favoriser la relation entre son salarié et le partenaire. Il y a plein de choses à mettre en place avec le partenaire. On peut faire venir le partenaire aussi pour venir faire des réparations sur place. Par exemple, Solicycle le propose. Ça permet d'entretenir une flotte de véhicules qui soit appartiennent à l'entreprise, soit appartiennent directement aux salariés. Donc, c'est très intéressant. Il va falloir aussi définir le financement. Donc, soit c'est l'entreprise qui prend à charge le financement d'une flotte, très bien, la flotte lui appartient, ou soit elle aide le salarié à se financer. Et donc là, il y a toute une redéfinition des façons de financer les cycles pour un salarié. Et donc, il y a une nouvelle loi qui est sortie qui permet, en mai, le 11 mai, je crois, qui permet en fait de financer jusqu'à 400 € par an les véhicules, enfin les vélos des salariés et de ne pas avoir de charge sociale sur ces 400 €. Donc, c'est au même titre que la carte transport finalement. Donc, ça, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Et puis ensuite, il faut se poser la question de est-ce que les années suivantes, on va financer toujours à 400 €, parce que c'est quand même important. Donc, soit on finance jusqu'à 400 €, soit on peut effectivement dire nous, on va vous financer l'entretien de votre véhicule. Et donc, ça peut être des montants qui sont inférieurs. Mais ça, c'est toute une politique de réflexion en interne. Ensuite, effectivement, il faut informer les salariés sur les financements régionaux et les financements d'État qui existent. Comme je le disais tout à l'heure, les 50 € qui existent pour entretenir son véhicule aujourd'hui. Ça, c'est les 50 € qui sont là pour quelques mois, mais après, peut-être qui ne seront plus proposés par les services de l'État. Et puis, il y a les financements régionaux comme les 500 € pour aller financer un vélo à assistance électrique. C'est des vélos qui sont beaucoup plus chers, donc ils peuvent coûter entre 800 et 3000 €. Donc voilà, c'est un vrai investissement. Et donc, c'est pour ça que l'État aide à cette hauteur-là au financement de ces véhicules-là. Et puis, voilà, dans cette mise en place d'un plan vélo, il faut gérer beaucoup de choses. Il faut gérer ce qu'on appelle les flux. Donc, comment le salarié va aller acheter son véhicule, son cycle. Donc, est-ce que c'est grâce à une carte cadeau qu'il peut récupérer son vélo? Et puis ensuite, est-ce qu'il va récupérer une facture? La facture, est-ce que c'est le service RSE ou RH qui va la récupérer? Donc, c'est tout un tas de choses qu'il faut réfléchir. Je l'ai dit tout à l'heure, l'achat de la flotte. Et puis, est-ce que l'entreprise souhaite aussi financer plus les vélos à assistance électrique en montrant qu'elle s'investit en fait dans la mobilité de ses salariés. Voilà. Il y a aussi un aspect sur lequel il va falloir que l'entreprise se penche, puisque si elle veut favoriser ce mode de déplacement-là qui est le vélo, eh bien, la sécurité. Il y a certains salariés, il faut le savoir, qui ont peur déjà de venir au travail en vélo parce qu'il faut utiliser
des routes, pratiquer du vélo sur des routes où il y a des véhicules. Donc, on est proche des véhicules, c'est assez dangereux. Donc, comment on donne confiance aux gens déjà? Et donc, ça, c'est un accompagnement. Comment on les informe sur la sécurité qui existe au quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette campagne de sensibilisation en interne. Et c'est pour ça que chez nous, on propose des formations qui sont données par des acteurs du cycle pour rappeler des règles. Il y a aussi comment on peut équiper les salariés, puisque je dirais, même si on voit de plus en plus de personnes porter un casque en vélo, la majorité des personnes ne portent pas de casque. Il y a aussi comment on porte des gants, comment on porte un gilet, si on le souhaite, surtout par temps de pluie, pour être visible sur les routes de campagne. Et puis comment on s'équipe en vêtements de pluie aussi. Donc voilà, et donc l'entreprise peut aussi favoriser l'information sur ces équipements, mais aussi peut favoriser le financement de ces équipements. Ensuite, il y a l'entretien du véhicule et ça fait partie de la sécurité parce qu'un véhicule enfin, je parle de véhicule, mais c'est toujours le vélo, mais un vélo qui a des freins qui dysfonctionnent, qui a des pneus lisses, c'est dangereux. Et donc, du coup, il faut vraiment informer le salarié sur ce danger-là. Et je vois notre ami Olivier Bouvet qui est présent et il sait ce que c'est les dangers du vélo. Et puis, il y a aussi la disponibilité de certaines pièces au sein de l'entreprise parce que, oui, c'est bien beau de venir en vélo, mais la plupart des personnes ne savent pas forcément comment on répare une roue crevée, comment on peut resserrer des freins. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit dispositif au sein de l'entreprise. Ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, ça permet aux salariés déjà d'avoir cet équipement-là disponible. Mais en parallèle, il faut quand même désigner certaines personnes ou en tout cas qu'il y ait des volontaires pour aider à changer une chambre à air, pour aider à regonfler un pneu, je ne sais quoi, qui sont des petites réparations qui permettent de rentrer chez soi le soir quand on a crevé le matin. Il y a un point qui est souvent compliqué et évoqué avec les partenaires avec lesquels on parle, c'est le stationnement. En fait, le problème, c'est qu'il y a dans certaines entreprises des garages à vélo qui sont utilisés, mais qui sont tout petits. Donc, il y a 3 places pour 3 vélos. Et comment on fait venir 20 vélos sur les 3 places. Et donc là, c'est aussi toute une réflexion sur comment, par exemple, on peut changer des places pour les voitures en parking vélo. Donc, ça permet en fait, de mettre des racks au sol, de mettre pas mal de vélos et puis de les entreposer dans des endroits sécurisés. C'est quand même important parce que la personne qui va acheter un vélo électrique à 1 500 €, elle a besoin de pouvoir avoir cette sécurité-là sur son véhicule, sur son vélo. Ensuite, donc voilà, je le disais tout à l'heure, enfin juste avant, c'est aussi comment on s'équipe en petit matériel, chambre à air, kit de serrage et pompe. Et comment on trouve des experts en interne. Alors, les experts, c'est des personnes qui vont savoir, on va dire, faire des petites réparations sur un vélo. Donc ensuite, quelles sont les alternatives au vélo? Elles peuvent être physiques ou virtuelles. La première alternative, on l'a vu tout à l'heure, c'est le covoiturage qui aujourd'hui n'est pas assez utilisé encore au quotidien pour les déplacements vers les lieux de travail. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer sur des distances importantes. Des distances à plus de 20 km par jour, en tout cas 20 km sur un aller et 20 km sur un retour, c'est trop compliqué à faire en vélo. Quentin, à ce sujet, justement, pardon, je me permets de te couper. Juste à ce sujet, on a une question d'une participante qui demandait à quelle distance moyenne se situe le lieu de travail du salarié. Donc, justement, ça dépend de beaucoup alors, des villes et on sait qu'en fait, alors j'ai plutôt une statistique sur le nombre sur les déplacements au quotidien. On sait que la plupart des déplacements, enfin la majorité des déplacements en voiture sont faits sur des distances inférieures à 3 km. Voilà. Alors après, sur la distance moyenne entre les salariés et le lieu de travail, ça va vraiment beaucoup dépendre des villes. Une ville comme Paris ou une ville comme Strasbourg, c'est vraiment différent. Donc, ce pas des statistiques qui sont forcément
que moi j'ai en tout cas et qui seront parlantes. Voilà. Il y avait d'autres questions à ce sujet-là, peut-être? Non. Pas en lien. Merci. Donc voilà les distances importantes pour le covoiturage. Ça permet une distanciation raisonnable, parce qu'on peut porter un masque effectivement en covoiturage, et puis on est quand même à un mètre de la personne, et puis l'idée c'est quand même de faire du covoiturage avec la même personne tous les jours. Donc c'est pas être mélangé à des centaines de milliers de personnes dans des transports en commun. Même si je trouve que les transports en commun sont une bonne solution, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, le covoiturage doit vraiment être poussé. Et puis, ça nécessite vraiment une organisation interne parce que il n'y a pas forcément en interne de discussion d'une telle personne qui sait que telle personne habite à côté de chez lui. Dans une entreprise de 250 salariés, on ne sait pas que la personne qui travaille à 10 mètres, elle habite en fait à moins d'un kilomètre de chez soi. Et donc, en fait, d'organiser des discussions, ça permet de trouver des solutions en interne. Et puis après, ça permet aussi de trouver des solutions en externe avec des applications qui existent pour trouver des covoitureurs du quotidien. Et puis, bah, il y a le télétravail. Donc, effectivement, le télétravail, c'est quand même moins émetteur dans le gaz à effet de serre que les transports. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes maintenant qui vont commencer à proposer le télétravail de manière, en tout cas, occasionnelle. Ça a poussé, ce phénomène-là a poussé voilà, pas mal de boîtes à se tourner vers cette chose-là. Il y a quand même une forte digitalisation qui est nécessaire quand on veut faire du télétravail parce que le comptable qui reçoit des factures tous les jours par courrier, comment il fait pour télétravailler? Donc là, il faut qu'il transforme tous ses flux. Il y a aussi une nécessité de limiter la pollution numérique par la digitalisation. Donc, c'est quand on fait des réunions quotidiennes, c'est comment on peut limiter l'usage de la visio, puisque aujourd'hui, en fait, sur le numérique, la visioconférence, c'est ce qui pollue, c'est ce qui émet le plus d'énergie, plus consommateur d'énergie, donc plus émetteur de gaz à effet de serre. Et puis comment on se soucie de son parc informatique en le pensant un peu plus écolo. Et ensuite, il y a un besoin d'organisation formalisée, parce que peut-être qu'il faut timer les réunions de manière plus précise. Peut-être que ça, je pas forcément, je pousse pas forcément pour ça, pour la mesure de la productivité, mais il y a certaines boîtes qui ont besoin de ça. Même si on fait du télétravail, on va organiser des séminaires. Donc, c'est important de penser à toutes ces choses-là. Et puis, il y a la multimodalité. Et ça, je l'ai mis dans l'alternative, mais finalement, c'est obligatoire dans tout plan de mobilité. C'est comment chaque personne va pouvoir se rendre sur son lieu de travail de manière optimisée et pas forcément toujours avec le même mode de transport. Donc, le jour il pleut, tous les salariés ne vont pas pouvoir venir en vélo. Ceux qui habitent à 10 km et qui ne sont pas à l'aise en temps de pluie vont devoir trouver un autre moyen de transport. Donc, quel autre moyen de transport on trouve pour eux dans cette perspective-là? Les personnes qui habitent loin des locaux. Donc, peut-être que pour aller récupérer le train ou récupérer un covoiturage, elles vont avoir besoin de prendre leur vélo, de se déplacer. Et qu'est-ce qu'elles font de leur vélo une fois qu'elles utilisent cet autre moyen de transport? Donc, il faut trouver un parking qui soit sécurisé. Et donc, voilà, c'est quand même des choses qu'il faut voir de manière individuelle et qu'il faut vraiment penser en amont. Parce qu'il y a très peu de gens finalement qui habitent à moins de 2 km de leur bureau et qui peuvent se déplacer juste à pied. Et donc, comment on va favoriser la communication en fait et l'accompagnement personnalisé de ce plan de mobilité-là? Souvent, ce que nous on propose en fait, c'est de prendre un groupe test de 10 à 20% des salariés. Ça peut être moins aussi dans des plus grosses entreprises. Et ça va être les salariés vraiment moteurs, vraiment acteurs qui vont s'intéresser à ces choses-là et qui ont besoin de changer leur quotidien et qui vont être promoteurs en fait du plan de mobilité. Donc,
ce groupe de tests-là, on leur propose de les accompagner, de leur faire un atelier de présentation en fait, de tout ce qui existe sur un plan de mobilité, toutes les solutions qui sont présentes. On propose effectivement d'organiser des entretiens individuels avec tout ce groupe-là. Et l'objectif vraiment, c'est de trouver les solutions individuelles pour rassurer le salarié, lui donner effectivement les bons moyens à disposition pour se rendre sur son lieu de travail de la manière la plus efficiente et la plus pratique et la plus sécurisée. Et après, donc là, c'était le premier aspect de la communication, c'est comment on va communiquer aussi dans toute l'entreprise et en externe. Et ça, c'est hyper important. Il faut aller jusqu'au bout de ce process-là pour vraiment véhiculer son plan de mobilité et pour en faire la promotion. Et par exemple, on peut créer un manifesto en disant, voilà, en interne, nous avons cette politique RSE-là tournée autour du plan de mobilité. Donc, c'est un manifeste qui peut être publié en interne, mais qui peut aussi être publié sur Internet, sur le site de l'entreprise. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser, de créer des plateformes avec dashboard. Ça, c'est intéressant, notamment sur des plateformes de tout ce qui est gestion RH, pour avoir certaines statistiques sur la personne. Ça amène un plus, en fait, pour le salarié. Ça lui permet aussi d'avoir des informations sur le financement, des choses comme ça. Bon, effectivement, il y a aussi comment, en interne, on va aller véhiculer à toute l'entreprise ce plan de mobilité-là par des groupes de travail. Et puis après, il y a tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important sur comment l'entreprise Intel va pousser le fait qu'elle intègre des plans de mobilité, un plan de mobilité bas carbone. Et ça favorise en fait comment dire ça donne une bonne image de l'entreprise, ça aide au recrutement et puis aussi en interne, ça intéresse les salariés. Voilà, donc là, on a vu tous les aspects d'un plan de mobilité, en tout cas tourné vraiment autour du vélo. Il y a plein de choses, je dirais, auxquelles il faut penser quand on s'intéresse à un plan de mobilité. Il faut être accompagné quand on n'est pas expert de ça. Et puis, il faut vraiment le voir de manière globale, holistique et inclusive pour chacun de ses salariés. Et c'est vraiment un moyen de favoriser la RSE, le développement durable dans une entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions, on va les regarder. A priori, on a traité énormément toutes les questions du chat. Je pensais juste à Catherine, je ne sais pas si vous voulez intervenir, mais peut-être plus sur le sujet des personnes en situation de handicap, de savoir comment est-ce que les plans de mobilité sont pensables pour des personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si Catherine, vous voulez ajouter après quelque chose en fonction. J'ai mis mon micro là. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Je suis désolée, je suis en masse, mais en fait, je ne suis pas toute seule, je suis avec Virginie. On est deux. Qui nous a rejoint en fait en début avril, qui a pas mal de casquettes dans la société. Et nous, justement, on a mis en place depuis le début de l'année un comité de pilotage qu'on a appelé Ecopile, où on se penche en fait au niveau de l'entreprise sur alors la mobilité, mais pas que, tout ce qu'on peut faire pour que l'entreprise soit à la fois plus verte et plus vertueuse. Donc, ça va passer par, bien sûr, le recyclage de nos déchets, éviter l'impression des mails, bon, ça, tous les trucs assez classiques, l'utilisation du vélo. Moi, donc, j'ai un vélo assistance électrique. Au début, j'étais toute seule. Hier, j'étais au siège social. On avait 5 ou 6 vélos. Donc, déjà, j'ai fait des petits. Alors, l'été a beaucoup aidé. Et on est en train de réfléchir à un petit guide qu'on va écrire avec plein de chapitres sur ce qu'on peut faire au boulot, ce qu'on peut faire chez soi, les petits gestes de quotidien. On est en train de faire aussi de réfléchir à se faire livrer des paniers, voilà, enfin, c'est plein de choses. Donc ça, c'est pour la partie, c'est pas que la mobilité, mais c'est pour la démarche. On est une entreprise adaptée, donc on
on est dans une démarche sociétale et le sociétal ne s'arrête pas forcément au handicap. C'est notre quotidien. Pour en revenir plus spécialement à la question du handicap, justement, nous, on a des salariés, malheureusement, qui ne pourront jamais faire 2 kilomètres à pied. On a quelques personnes en fauteuil roulant. Bon, là, on verra, certains prennent les transports en commun. Alors, nous, à Toulouse, ça s'appelle Tisséo Mobibus. Il y en a d'autres qui ont leur propre véhicule, parce qu'ils sont carrément, on a quelques-uns qui sont complètement paraplégiques. Donc là, vraiment, ils ne peuvent pas du tout, ils sont assez liés à leur voiture. On a aussi des personnes qui ne sont pas, qui sont en situation de handicap, donc qui ne sont pas paralysées, mais qui ont des grandes difficultés à marcher, soit à cause de maladies, soit à cause d'accidents. Voilà. Donc là, on va aussi réfléchir à comment les aider pour pas qu'ils se sentent mis de côté. Donc après, ce qu'on se disait là en vous écoutant avec Virginie, c'est qu'on allait déjà peut-être faire un sondage auprès de nos salariés pour savoir quelles sont leurs habitudes. Parce que je suis persuadée que tout le monde a des bonnes intentions, tout le monde a envie de faire quelque chose pour notre petite planète, mais à partir du moment où ça bouleverse trop les habitudes, et surtout sur des gens en situation de handicap pour qui le quotidien n'est pas toujours facile, ça sera difficile à mettre en place. Donc, on va faire d'ici la rentrée, fin de l'année, on va faire un sondage sur comment ils viennent, est-ce qu'ils seraient prêts à faire ceci, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs obstacles au quotidien, qu'est-ce qu'ils rencontrent, quels sont leurs horaires, voilà, leurs contraintes personnelles aussi. Il y en a qui ont des enfants à récupérer le soir quand ils rentrent du boulot, donc voilà, plein de choses pour essayer de mettre en place un plan d'action et qui sera très probablement différenciant selon que les gens sont célibataires, proches, etc. Et voilà, et donc, et l'idée peut-être aussi, c'est qu'on communiquera beaucoup dessus parce que je pense qu'on travaille beaucoup notre marque employeur en ce moment et ça fait vraiment partie des choses qu'on voudrait mettre en avant. C'est-à-dire qu'il fait bon vivre dans l'entreprise, mais il faut aussi bon y aller et voilà. Donc, c'est pour ça que ça nous intéressait beaucoup ce webinaire. Voilà. Et on viendra vous voir quand on viendra à Paris. Vous êtes où? Vous êtes sur Paris ou vous êtes où? Alors moi, je suis actuellement pas à Paris, je suis en Espagne. Vous êtes en Espagne, mais la société. On n'est pas très loin du coup. La société, elle est immatriculée à Lyon. D'accord. Voilà, il y a le siège à Lyon. Actuellement, on est en Espagne, on n'est que 2 associés. Là, on prend une personne. D'accord. Mais du coup, on vient à Paris. J'allais dire, après, on essaie de venir régulièrement, mais là, vous ne pouvez pas sortir. Pour l'instant, en Espagne, c'est compliqué pour venir. C'est ça? Voilà, mais ça va être déconfiné. Enfin, la frontière réouvre la semaine prochaine, le dimanche. Donc, voilà, on va pouvoir enfin faire ce qu'on a envie de faire et pouvoir venir à Paris. Si vous êtes à Toulouse, ce sera aussi peut-être plus simple. Oui, peut-être que vous pourrez venir nous voir. Après, nous, à Toulouse, là, ils ont fait un truc super bien quand même, c'est qu'ils ont énorme… Alors déjà, il y avait beaucoup de voies cyclables. Alors, beaucoup… Il y en a qui trouvent toujours qu'il n'y en a pas assez, mais franchement, par rapport à Paris, quand j'y vais, il y a quand même beaucoup de voies cyclables et des vraies voies cyclables. Hein. Des voies cyclables où vous êtes protégé des voitures. Et en plus, là, avec le déconfinement, ils ont carrément supprimé des doubles voies, enfin des voies sur des doubles voies pour vraiment les rendre cyclables. Ils ont limité dans tout le centre-ville, les routes, enfin les rues sont communes, voitures, piétons, vélos, limitées à 20 km/h. Donc, bon, alors après, il y a ceux qui respectent, ceux qui ne respectent pas, mais pour habiter un centre-ville, quand même, du coup, en fait, ils ont un peu officialisé ce que font beaucoup de Toulousains, parce que les Toulousains, en fait, une des particularités, c'est qu'ils marchent sur la chaussée, en fait. Il faut juste s'habituer. Alors, il faut s'habituer quand on est un Parisien en voiture qui arrive à Toulouse, mais il faut aussi s'habituer quand on est un Toulousain qui arrive à Paris, parce que moi, j'ai failli mourir plusieurs fois à Paris, parce que moi, je marche aussi sur la route. Voilà. Donc, voilà, le trottoir, c'est pour faire joli sur le bord, en fait. Et… C'est pas ce que je dis à mon enfant, hein. Moi, j'ai un tout petit et j'essaie de… Voilà. du coup. Non, mais c'est vrai, c'est une tendance c'était une tendance de fond et là, ça s'est accéléré. Mais donc effectivement à Toulouse, mais dans plein d'autres villes, hein, et à Paris, et à Barcelone, où les pistes cyclables sont en expansion très forte. Et on parlait des trottoirs. Ici, il y a des doubles voies qui ont été supprimées pour élargir les trottoirs. Donc, c'est une tendance de fond. Donc, c'est vraiment bien, moi, je trouve. Après, il faut que ça se fasse aussi avec la concertation un peu de tout le monde et il faut que ce soit réfléchi aussi. Et nous, c'est vraiment le souci de ne pas défavoriser
les personnes qui sont en situation de handicap, qui aimeraient bien faire quelque chose, mais qui ne peuvent pas. Ouais. Donc là, peut-être les aider à acquérir, ou je sais pas, on va voir, moi je vais voir aussi avec les aides, soit tout simplement changer leur voiture, parce que peut-être acheter un nouveau véhicule moins polluant, hybride ou quelque chose, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Voilà. Après, il y a toujours les problèmes d'aide aux salariés. Il y a l'URSSAF qui éveille à ce qu'il n'y ait pas d'avantage en nature. Donc, il faut vraiment faire ça dans le respect de la loi. Voilà. Déjà, il y a déjà des gens chez nous qui ont des primes vélo. Vous savez, il y a 200 € par an. Et ça leur fait, bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même 16 €, presque 17 € par mois qui est distribué. Et là, je ne savais pas qu'il y avait le truc entretien. Là, je vais un peu me creuser dessus. Voilà. Il y a l'entretien et puis les 200 € maintenant, c'est ce que je disais, c'est passé à 400 €. Donc déjà, ça double, il y a ça. Alors sur le personnel, effectivement, handicapé, c'est vrai que c'est compliqué puisqu'il faut trouver des solutions qui ne sont pas globales et qui n'existent pas pour la plupart des gens. Donc de toute façon, même dans tout plan d'entreprise, il faut faire des sondages. Et ça commence par ça. On ne peut pas forcer les gens à faire des choses. Et donc, c'est savoir effectivement comment ils se rendent au bureau quand ils viennent au bureau. Quelles sont leurs habitudes. Des personnes. Voilà. Ouais. Ensuite, quelles sont les personnes qui ont vraiment envie de faire quelque chose? Comme je dis, on ne peut pas les forcer. Et donc, quels sont ceux qui sont engagés? Et après, leur dire, voilà, quelles sont les solutions? Comment on met en place ensemble une solution possible? Et puis après, vous disiez effectivement au niveau de l'URSSAF. Alors, c'est vrai que sur un bulletin de salaire, le transport, on voit la partie des 35 € souvent, enfin la moitié du titre de transport qui est remboursé, mais aussi une autre partie, c'est la taxe des transports pour les entreprises. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est sur la masse salariale. Et ça, ça représente des montants beaucoup plus importants. Et donc, il est possible, il faudrait voir, hein, mais pour des entreprises comme la vôtre, de peut-être négocier cette partie-là. En disant, voilà, nous, on a besoin de solutions individuelles. On est une entreprise qui emploie des personnes handicapées qui ont besoin de solutions qui ne peuvent pas être les transports en commun. Donc, comment on peut utiliser ces montants-là pour financer les véhicules et pas forcément financer les transports en commun. Oui. Parce que vous pensez que cette taxe, moi je ne m'occupe pas directement du paiement des taxes, mais vous pensez que cette taxe, elle peut être utilisée, c'est un peu comme la taxe professionnelle, où si on a fait de la formation, elle est minorée, ça peut être passé pareil. On peut demander, de mon renseignement, c'est qu'on peut demander un remboursement ou on peut demander de ne pas la payer. Mais alors je pense que la démarche, elle est de toute façon un peu plus longue. Hein, voilà, c'est pas du jour au lendemain. Essayez de savoir combien on paye, nous. C'est toutes les entreprises ou c'est à partir d'un certain nombre de salariés? C'est toutes les entreprises, normalement, je crois, la taxe transport. J'ai plus en tête. Okay. Je l'avais vu l'autre jour. Je ne peux plus vous dire. Là. Non, mais je vais me renseigner, c'est bon. C'est gentil. Je ne savais pas du tout, en fait, qu'on pouvait rembourser. On pouvait demander le remboursement parce que du coup, ça peut être aussi une prise en charge totale des transports, parce qu'on a des gens justement qui viennent par Mobibus, des choses comme ça, où on prend en charge. Oui, il y a ces choses-là. Ouais. Mobibus, c'est l'équivalent de. En fait, je crois qu'il y a à Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des petits véhicules, alors électriques ou pas, qui peuvent transporter 5 ou 6 personnes, mais avec des fauteuils roulants et qui se substituent au transport en commun. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Nous, quand même, à Toulouse, on a une chance, c'est que le métro toulousain est accessible aux fauteuils roulants sur toutes les stations. Il y a des ascenseurs partout, c'est moderne, c'est neuf. Quand je vais à Paris, à chaque fois, je vous promets que je prends le métro, même la ligne 14 Olympiade où on se dit ouais super ils ont mis, il y a toujours 3 marches à un moment donné. Il y a toujours 3 marches et puis l'ascenseur, il y a 4 ascenseurs pour descendre sur le quai. Voilà, et puis il marche quand il a envie de marcher et franchement. Ouais, non, tout à fait. Vous avez raison. Je pense aux gens. Même sans aller jusque-là, hein, les mamans avec les poussettes aussi, j'ai une pensée émue pour eux. Là, il y en a beaucoup. Et les papas aussi hein, avec les poussettes. Oui, d'accord, j'ai rien dit. Au moment où je l'ai dit, je me suis dit, je vais me faire tuer, c'est bon. Non, les papas, c'est avec le panier de courses. Théodore, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, dis-moi. Je ne sais pas, j'en ai pas encore vu d'autres. Si d'autres personnes souhaitent intervenir, vous pouvez prendre la parole. Et sinon, je pense que bon.
Je vais peut-être revenir juste sur un point sur la contrainte des plus de 100 employés. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que c'est contraignant? Est-ce qu'il y a des sanctions? Il y a une sanction financière, mais elle est très faible. C'est quelques centaines d'euros, je crois. Donc c'est pour ça que finalement, il n'y a pas. La plupart des entreprises, en tout cas, n'ont pas mis en place de plan de mobilité. C'est vrai, ça prend du temps, c'est compliqué. Et donc, du coup, comme il y a des contraintes, on va dire, faibles, voilà, les boîtes n'ont pas forcément regardé cette chose-là. Et puis, également, elles ne sont pas informées non plus. Dans l'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais, il y a 300 salariés maintenant. On n'est pas au courant forcément qu'il y a un plan de mobilité. Après, il faut faire attention parce que si c'est on va dire, les délégués du personnel qui commencent à prendre conscience qu'il y a ça à mettre en place et que l'entreprise n'a rien fait, ça peut mettre des tensions dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper et pas faire l'autruche si on sait qu'il y a ça à mettre en place. Je pense qu'il faut le faire. D'accord, super, merci. Bon, en tout cas, un grand merci pour ton intervention. On va diffuser l'enregistrement et peut-être le support de présentation aussi à l'ensemble des participants. Merci à tout le monde voilà, d'avoir participé. J'étais ravi de pouvoir échanger avec tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut rééchanger après. Mon adresse mail, c'est quentin@resilient.co. Donc c'est co, c'est pas .com. Et voilà, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Quentin. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.